Le roi Audric Stormfell n'avait jamais perdu une guerre, un duel ou un concours de regard avec une chèvre de montagne. Il venait cependant de commettre une erreur de jugement catastrophique au dîner. Jamais, annonça-t-il à la tablée, sa voix empreinte de la confiance facile d'un homme qui avait un jour tenu un pont contre 40 loups avec rien d'autre qu'un piquet de clôture et une bonne dose d'assurance. Je n'ai jamais été battu à quoi que ce soit. 37 membres de la meute s'arrêtèrent de mancher. Ronan Blackwood, son bêta, posa lentement sa fourchette. Il avait l'air de quelqu'un qui venait de voir une allumette s'enflammer dans une poudrière. Nell, sa compagne, sa femme depuis 2 ans, la femme qui partageait son lit et qui lui avait un jour calmement annoncé qu'il ronflait comme un ours se noyant dans un tuba, désossait méticuleusement une truite. Elle ne leva pas les yeux. « Je joue un peu », dit-elle. Ronan ferma les yeux. Les mots étaient si petits, si modestes, qu'Audric faillit ne pas les entendre. « Tu joues à quoi, mon amour ?» Cette fois, elle leva les yeux. Ses yeux gris, ceux qui, à chaque fois, provoquaient dans sa poitrine une réaction embarrassante et involontaire, arboraient une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'était l'expression d'une femme qui gardait un secret depuis très longtemps et à qui l'on venait d'offrir sur un plateau d'argent l'occasion d'arrêter. « Aux échecs », dit Nell en souriant. La première partie eut lieu ce soir-là dans la bibliothèque royale, sur le jeu d'échecs orné d'ivoire et d'ébène qui avait appartenu au grand-père d'Audric. Elle dura 11 coups. Audric regarda l'échiquier, puis Nell, puis de nouveau l'échiquier. « Bien joué, dit-il, parce qu'il était un roi et un gentleman, et aussi parce qu'à cet instant, il ne parvenait pas à formuler d'autres mots. Quelque chose en lui, la partie qui repérait les menaces avant qu'il ne les enregistre consciemment, la partie faite d'instinct et de zéro diplomatie, faisait quelque chose d'étrange. Elle restait très immobile, la queue entre les jambes, comme si elle venait d'entrer dans une clairière et d'y trouver quelque chose de bien plus grand qu'elle. La boulangère, pensa-t-il avec la voix de son loup, tout en urgence et sans subtilité. Notre boulangère, notre femme, elle a caché des armes. La chance du débutant, bien sûr, dit Audric, en remettant déjà les pièces en place. Nell glissa une mèche de cheveux bruns derrière son oreille. Bien sûr. Elle gagna la deuxième partie en 9 coups, la troisième en 8, la quatrième avec une performance d'une telle précision chirurgicale que Ronan, qui lisait dans un coin, se leva, glissa son livre sous son bras et quitta la pièce sans un mot. Audric l'entendit dans le couloir marmonner quelque chose sur le classement par ordre alphabétique du casier à épices royales. À la 10e partie, la situation avait dépassé les murs de la bibliothèque. Audric avait commis l'erreur stratégique d'essayer de reconquérir sa dignité dans des lieux semi-publics. Le salon après le déjeuner, la grande salle entre les pétitions, et une fois, de manière désastreuse, dans la salle de guerre devant tout son conseil militaire. Nell l'avait battu en 14 coups pendant que ses généraux observaient dans un silence si complet qu'on pouvait entendre les bougies respirer. Le capitaine Harlan, un homme qui avait suivi Audric dans 3 guerres frontalières, et l'avait un jour transporté, inconscient et en sang, à travers une rivière gelée, paria 5 pièces d'argent sur une victoire en moins de 12 coups et n'eut même pas la décence d'en avoir honte. La cagnotte de Paris se matérialisa le 4e jour. Non pas pour savoir si Nell allait gagner. La Cour avait dépassé cette question avec la rapidité et l'efficacité de gens qui reconnaissaient une affaire sûre quand ils en voyaient une. Les paris portaient sur le nombre de coups que cela prendrait. Ronan, parce qu'il était un bêta et que les bêtas étaient apparemment constitutionnellement incapables de ne pas faire de liste, avait commencé un registre. Il le gardait sur lui en permanence, un mince carnet de cuir dans lequel il notait la date, le nombre de coups et ce qu'il appelait l'erreur critique d'Audric. Un résumé d'une ligne du moment exact où la position du roi était devenue irrécupérable. Partie 12. Lut Ronan à voix haute un matin, ajustant ses lunettes avec le calme d'un homme lisant un bulletin météo. 14 coups. Erreur critique. A déplacé sa reine pour menacer son fou alors que sa tour était clairement positionnée pour un mat du couloir. Note de l'annotateur. Sa reine a été son erreur critique dans 6 des 8 dernières parties. Merci, Ronan. De rien, sir. Dois-je aussi noter que vous aviez des miettes de pain grillées dans votre barbe pendant la partie 11? Je pense que cela pourrait être pertinent pour vos problèmes de concentration. C'était ça le problème, d'être lié.
Avant Nell, les échecs avaient été un amusement occasionnel, une chose qu'il faisait de temps en temps avec des conseillers assez intelligents pour présenter un défi et assez politique pour le laisser gagner. Il avait vécu dans une confortable illusion de compétence. Maintenant, chaque soir, il s'asseyait en face d'une femme qui sentait la fleur, la levure et les forêts chaudes, à côté de qui il avait dormi pendant 730 nuits, dont il connaissait le point chatouilleux derrière le genou gauche avec la précision d'un cartographe. Et elle le démantelait méthodiquement, complètement, tout en buvant du thé. L'intimité de la chose était exaspérante. C'était sa femme. Il savait à quoi elle ressemblait quand elle était à moitié endormie et grognon. Il savait qu'elle était incapable de plier un drap housse et que ça la mettait vraiment en colère. Il savait qu'elle chantait faux dans son bain et prétendait que ce n'était pas le cas. Il savait tout d'elle, sauf, apparemment, qu'elle était une grande maître en tablier de boulangère. La partie 15 fut le point de rupture. Elle le battit en 6 coups. 6. L'apprenti jardinier, un garçon de 14 ans avec un œil paresseux et une tendance à arroser les roses avec de la bière, avait tenu 8 coups contre elle lors d'un match de charité la semaine précédente. Audric, roi de la meute Stormfell, commandant de 1000 loups, avait été surclassé par un adolescent qui pensait qu'un cavalier s'appelait le petit bonhomme à cheval. Ça suffit, vint la pensée, tout en majuscule, tout en fureur, la partie animale de son cerveau frappant des 2 pattes sur la table. Le garçon a tenu 8 coups. Nous en avons tenu 6. Nous sommes une honte, un embarras national. Quelque part, une chèvre de montagne se moque de nous. J'aimerais, dit Audric, avec la dignité prudente d'un homme qui tenait debout par la seule force de sa volonté et de son dépit, demander des leçons. Nell, qui remettait calmement ses pièces massacrées à leur position de départ, leva les yeux. Des leçons? Oui, vous êtes clairement compétente et je suis temporairement sous-performant. Vous avez perdu 15 parties consécutives. Temporairement sous-performant. Elle l'étudia un instant. Il pouvait sentir qu'elle le lisait comme elle lisait l'échiquier, voyant les schémas, les faiblesses, le bluff désespéré. Elle avait toujours été capable de faire ça. C'était l'une des raisons pour lesquelles il l'avait épousée. C'était aussi, à ce moment précis, profondément agaçant. « D'accord, dit-elle. Demain après-midi, à la bibliothèque, n'apportez rien. Qu'est-ce que j'apporterai? Votre ego. Laissez-le ailleurs. Il prend trop de place à la table. » Depuis le seuil de la porte, où il était apparemment en embuscade depuis un temps indéterminé, Ronan émit un petit bruit étranglé qui aurait pu être un rire qu'il tentait d'étouffer dans l'œuf. De mon côté de l'échiquier, la situation était plus compliquée qu'il n'y paraissait. Mon mari, et je ressentais encore un petit frisson privé chaque fois que je pensais à ce mot, même après 2 ans, était un homme qui remplissait chaque pièce où il entrait. Pas seulement physiquement, bien qu'il fût déraisonnablement grand d'une manière que je trouvais à la fois réconfortante et parfois peu pratique. Il ne pouvait pas, par exemple, s'asseoir sur une chaise conçue pour un humain normal sans avoir l'air d'un ours participant à une réception. Il remplissait les pièces de sa certitude, de sa présence, de sa conviction absolue qu'il pouvait gérer tout ce que le monde lui lançait. J'aimais ça chez lui. J'aimais aussi le voir s'effondrer devant un échiquier. Il y avait une partie de mon esprit qui ne cessait jamais de travailler, celle qui cataloguait les sorties avant que je ne m'assoie, qui faisait des calculs 2 niveaux en dessous de ce que je faisais réellement, qui avait déjà évalué la demande d'Audric avant même que la phrase ne soit terminée. Le sujet demande une instruction. Motif probable, la proximité déguisée en pédagogie. Motif secondaire, un désir réel de s'améliorer. Motif tertiaire, sa fierté est dans un état critique et ceci est un triage. Ma louve n'avait pas tort, mais elle avait rarement tort. Je l'appelais la tour, pas à voix haute, juste dans l'espace silencieux de mon propre esprit, là où les couches humaines et animales de ma pensée se chevauchaient. C'était la partie de moi qui pensait en ligne claire, qui voyait les gens comme des schémas de comportement plutôt que des mystères. C'est elle qui avait reconnu Audric comme notre compagnon il y a 2 ans, une reconnaissance qu'elle avait classée avec le poids émotionnel de noter l'approche d'un système météorologique. Significatif. Inévitable. Se préparer en conséquence. C'est aussi elle qui avait noté, avec sa clarté clinique habituelle, que la stratégie de mon mari aux échecs ressemblait étrangement à son approche des conflits frontaliers. Force écrasante, zéro subtilité, résultat catastrophique face à quiconque,
pouvait penser plus de 2 coups à l'avance. J'avais appris les échecs avec mon père, un homme tranquille, un boulanger comme moi, qui m'avait appris que l'échiquier était le seul endroit où les règles étaient justes et où le joueur le plus intelligent gagnait, peu importe à quel point il était bruyant ou combien de loups il commandait. J'avais joué en silence pendant des années, dans des cuisines, dans des arrière-salles, contre quiconque voulait bien s'asseoir en face de moi. Je ne l'avais jamais dit à Audric, non pas parce que je le cachais, mais parce qu'il n'avait jamais demandé. Il avait supposé, comme la plupart des alphas, qu'il savait tout des personnes les plus proches de lui. Il était sur le point de découvrir à quel point cette supposition était fausse. Mais sous la satisfaction, et c'était satisfaisant, je n'allais pas faire semblant, il y avait autre chose. Une petite douleur persistante. La question familière qui vivait au sous-sol de mon estime de moi. Celle que je portais depuis bien avant de le rencontrer. Était-ce la chose qui le ferait me voir différemment? Non pas comme sa femme, sa compagne, la femme qu'il cherchait dans son sommeil, mais comme quelqu'un qui était, dans cette seule arène, simplement et irréfutablement meilleur que lui. Serait-ce la chose qui ferait finalement de moi quelqu'un de trop? Peu probable, évalua la Louve. Le sujet a démontré un attachement irrationnel constant, quel que soit le stimulus. Cependant, une surveillance est conseillée. Utile, merci. La première leçon eut lieu un mardi après-midi. Audric arriva dans sa plus formidable tunique noire, celle avec les fermoirs en argent et une forme de loup. On aurait dit qu'il se rendait à des funérailles nationales. Ses propres funérailles nationales. Nous sommes magnifiques, insista la pensée du loup. Nous ressemblons à un roi qui va vraiment apprendre les échecs aujourd'hui, et pas seulement regarder les mains de sa femme. Concentre-toi. C'est la guerre. Je portais ma robe grise habituelle et le tablier que je n'avais pas pris la peine d'enlever après la fournée du matin. Il y avait de la farine sur ma manche gauche. Je m'en fichais. C'était lui qui avait besoin d'impressionner aujourd'hui. Moi, j'avais juste besoin d'enseigner. Je posais le vieil échiquier en bois de mon père sur la table. Pas le jeu royal orné. Cette chose était un monument à la distraction, tout en dorure et pierres précieuses. Le jeu de mon père était lisse, usé, chaud de décennies de main. Les pièces tenaient dans la paume comme si elles y avaient leur place. Nous allons commencer par les ouvertures, dis-je. Le but est de contrôler le centre, de développer vos pièces et de protéger votre roi. La plupart des débutants, je ne suis pas un débutant. La plupart des gens qui ont perdu 15 parties consécutives, rectifiai-je sans lever les yeux, se surestiment. Ils sortent leur reine trop tôt. Audric hocha la tête avec le sérieux d'un homme recevant un briefing de champ de bataille. Une erreur fatale. La reine est la pièce la plus précieuse. On ne doit pas la risquer inutilement. Il me regardait en disant cela, avec cette intensité spécifique qui, même après tout ce temps, rendait de la respiration légèrement difficile. Le sujet tente une métaphore, nota la partie analytique de mon esprit. Exécution, maladroite. Sincérité, hors norme. Recommandé de reconnaître la tentative sans encourager d'autres ambitions poétiques. Exact, dis-je en déplaçant un pion. Pion en E4. Cela revendique une place au centre et ouvre des lignes pour votre fou et votre reine. Il se pencha en avant, étudiant l'échiquier. Il sentait le pain et l'ozone comme un orage sur les montagnes. C'était incroyablement distrayant, et j'avais respiré ça chaque nuit pendant près de 1000 jours, et c'était toujours incroyablement distrayant. C'était de la grande injustice d'être lié. On ne s'y habituait jamais. Toutes les autres femmes mariées à qui j'avais parlé l'avaient confirmé. L'odeur de leur mari restait en permanence une forme légère de sabotage. Et la réponse, demanda-t-il, imitez le coup. Pion en E5, vous m'empêchez de dominer le centre. Il hocha la tête, mais ses yeux suivaient une trace de farine sur ma joue. Je vis le moment exact où son attention quitta l'échiquier. Ses pupilles se dilatèrent. Sa respiration changea. Sa main, qui s'apprêtait à saisir un pion, dévia légèrement de sa trajectoire vers mon visage. Il n'écoute pas. Il compose de la poésie sur la farine sur sa joue. C'est pour ça que nous perdons. La boulangère met de la farine sur sa joue et nous abandonnons toute doctrine tactique. Je pouvais voir le scintillement derrière ses yeux. L'agitation interne, chaque instinct organisant une intervention complète, tandis que le reste de lui contemplait mon visage comme s'il contenait les secrets de l'univers. « Audric! L'échiquier est ici, en bas.
Il cligna des yeux, se reconcentra et eut la bonne grâce d'avoir l'air penaud. C'était cette expression que j'avais épousée, celle qui donnait au grand et terrible roi Alpha l'air d'avoir environ 12 ans et d'avoir été récemment surpris en train de voler des biscuits. Il faisait cette tête au moins 3 fois par semaine. Elle n'avait jamais manqué de fonctionner sur moi, ce qui était une sorte de défaite en soi. Le principe, dit-il en se reprenant, c'est l'équilibre. Pour chaque coup, une réponse égale et opposée. Parfois, mais les meilleurs joueurs ne font pas que répondre. Ils craignent des menaces qui forcent leur adversaire à réagir d'une manière qui leur est bénéfique. Il ne s'agit pas d'imiter, il s'agit de contrôler le flux. Il resta silencieux un moment, traitant l'information. L'esprit du guerrier retournait le concept, le superposant au cadre qu'il comprenait déjà. Je vis le moment où sa fille Tilde, le changement subtil dans son expression, passant de la concentration à la compréhension. Comme le flanquement, dit-il. On n'affronte pas l'ennemi de front, on se déplace pour qu'il doive tourner, et c'est ce mouvement qui crée l'ouverture. Exactement comme le flanquement. Il sourit, un sourire soudain et éclatant. Je sais flanquer sur un champ de bataille. Sur cet échiquier, vous avez chargé directement ma ligne de front pendant 15 parties en vous demandant pourquoi vous finissiez d'encercler. 16, corrigea-t-il. J'en ai perdu une ce matin. Tu dormais encore. Contre qui jouais-tu? Moi-même, un temps. Tu as perdu contre toi-même? La main gauche est plus rusée qu'on ne le pense. Je pressais très fort mes lèvres pour ne pas rire. C'était l'autre chose à propos d'être marié à Audric Stormfell. Il était, sous la couronne, le loup et les épaules déraisonnables, sincèrement, désastreusement drôle. Et il savait rarement quand il l'était. L'humour venait du décalage entre son image de lui-même, guerrier légendaire, génie stratégique, alpha des alphas, et sa réalité, un homme qui venait d'admettre avoir perdu aux échecs contre sa propre main gauche et ne voyait rien d'inhabituel à cela. Je l'aimais tellement que c'en était stupide. Les leçons continuèrent. Chaque après-midi, à la bibliothèque, pendant 2 heures. Le monde extérieur, les pétitions, les patrouilles, le faible bourdonnement de la politique de la meute cessaient d'exister. C'était devenu le meilleur moment de ma journée, et à en juger par la façon dont Audric expédiait les réunions du conseil et déléguait les rapports à Ronan avec des excuses de plus en plus créatives, c'était aussi le meilleur moment de la sienne. Il était, contre toute attente raisonnable, un bon élève. Pas bon dans le sens où il s'améliorait rapidement. Bon dans le sens où il essayait de toutes les fibres de son très grand être et échouait de manière de plus en plus intéressante. Son problème n'était jamais l'intelligence. Audric était vif, plus vif que la plupart des gens ne le pensaient, car il le cachait derrière la personnalité brutale du roi guerrier. Son problème était la patience. Il voyait l'échiquier comme il voyait un champ de bataille, des cibles à saisir, des positions à prendre, la gloire à gagner. Il voulait attaquer, toujours, immédiatement, avec tout. Envoyer le fou! La pensée surgissait. Je le voyais dans l'éclat d'or de ses yeux, la façon dont sa main tressaillait vers une pièce. Un chemin vers la gloire. Y voit d'une ouverture. Non, murmurait-il, sa main planant. C'est ce qu'elle le veut. Si je bouge le fou, sa tour prendre mon cavalier. Une pause, puis, plus faiblement, comme quelque chose de plus profond que la pensée qui se dégonflait doucement. Mais la gloire peut attendre. La survie d'abord. Il apprenait à réfléchir avant de frapper. C'était, sincèrement, l'une des choses les plus séduisantes que j'ai jamais vues. Regarder cet homme énorme et impulsif se forcer à rester immobile, à regarder 3 coups à l'avance au lieu d'un, à choisir la patience plutôt que le spectacle. C'était comme regarder quelqu'un construire une nouvelle pièce à l'intérieur de lui-même. Une pièce dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Les parties s'allongèrent. 12 coups, 15, 18. La cagnotte de Paris se recalibra. Le nouveau pari à la mode était sur plus de 20. Le capitaine Harlan, qui avait misé sur moins de 12 pendant des semaines, changea de camp avec le pragmatisme d'un militaire de carrière qui reconnaît un vent qui tourne. La partie 22 dura 20 coups. Audric perdit, mais il perdit bien. Une défaite lente et acharnée où il l'obligea à se battre pour chaque case. Il se pencha en arrière dans sa chaise après, en sueur, exalté, et dit « C'était la meilleure défaite de ma vie. » Tu dis ça à chaque fois. Je le pense à chaque fois.
Tu as aussi dit ça du ragoût d'agneau hier soir. Le ragoût d'agneau était excellent aussi. Tu as un don pour assaisonner les choses et ensuite me détruire. L'atmosphère autour des leçons d'échecs était devenue, au léger agacement d'Audric, un événement pour spectateurs. Les membres de la meute trouvaient des excuses pour visiter la bibliothèque pendant les heures de cours. La bibliothécaire en chef, une femme perpétuellement harcelée nommée Greta, avait renoncé à essayer d'imposer le silence et s'asseyait maintenant simplement derrière son bureau en buvant de l'hydromel et en regardant. Les dignitaires en visite demandaient à observer. L'ambassadeur de la meute d'Iron Peak aurait retardé son départ de 2 jours spécifiquement pour voir la reine battre le roi à ce jeu de réflexion. Audric en avait été informé par Ronan, qui avait livré la nouvelle avec la neutralité prudente d'un homme essayant très fort de ne pas s'amuser. Il dit que c'est la chose la plus divertissante qu'il ait vue depuis les négociations du traité de la Rivière-Noire, quand leur alpha s'est accidentellement assis sur un hérisson, rapporta Ronan. Merveilleux. Il ramène des paris à Iron Peak. Apparemment, votre humiliation est devenue un produit d'exportation. C'était ça, le mariage, songea Audric. Avant Nell, il avait été un roi incontesté, puissant, respecté et ignorant béatement de ses propres limites. Maintenant, il était quelqu'un dont la femme le démolissait régulièrement devant des dignitaires étrangers, tout en sentant le pain frais. Et il était, d'une manière ou d'une autre, plus heureux qu'il ne l'avait jamais été dans sa vie. Cela n'avait aucun sens. Il en voulait à la situation. Il ne l'échangerait pour rien au monde. La partie 23 fut l'incident d'Iron Peak. L'ambassadeur, un loup au torse de tonneau nommé Dag, qui riait de tout et sentait légèrement le hareng mariné, avait arrangé sa chaise à l'angle de vue optimal et avait sorti un petit sac de noix grillées. Il les mangea une par une tout au long de la partie, cassant chaque coque avec le plaisir délibéré d'un homme au théâtre. Audric, qui tentait une nouvelle formation défensive qu'il avait étudiée jusqu'à minuit la veille, tint 17 coups. Quand la reine de Nell glissa sur l'échiquier pour le coup final, Dag bondit sur ses pieds et applaudit. Applaudit vraiment, des 2 mains. Des coquilles de noix tombèrent de ses genoux comme des confettis. Magnifique, tonna-t-il. Votre Majesté, votre femme est la personne la plus dangereuse que j'ai jamais rencontrée. Je dis cela en tant qu'homme qui a un jour été chargé par un orignal. Merci, Dag. Je rentre chez moi demain et je vais dire à mon alpha que la plus grande arme de la meute Stormfell est une boulangère qui joue aux échecs. Il ne me croira pas. Je devrais revenir avec des témoins. Il fit une pause, réfléchissant. Peut-être devrions-nous en faire un événement trimestriel. Les relations diplomatiques s'amélioreraient énormément. Ronan, en enregistrant la partie dans son registre, ajouta une note en marge qu'Audric trouverait plus tard et aurait souhaité ne pas trouver. Partie 23. Incident diplomatique d'Iron Peak. L'ambassadeur a applaudi. Des coquilles de noix partout. Erreur critique. Le roi a essayé une formation qu'il avait clairement mémorisée dans un livre et l'a déployée avec toute la subtilité d'un homme lisant des passes de danse sur sa chaussure. La partie 24 fut pire. Audric avait demandé l'aide de Ronan. Le bêta, il s'est avéré, était un joueur étonnamment compétent. Froid, méthodique, profondément agaçant. Ils avaient passé 3 soirées à passer en revue des scénarios, Ronan déconstruisant patiemment les impulsions d'Audric et les remplaçant par quelque chose qui approchait de la stratégie. « Arrêtez d'essayer de gagner », avait dit Ronan, enlevant ses lunettes pour les nettoyer, ce qu'il ne faisait que lorsqu'il était sur le point de dire quelque chose qu'Audric n'aimerait pas. « Vous ne pouvez pas gagner, acceptez-le. Votre but est de perdre assez lentement pour qu'elle doive travailler pour sa victoire. C'est le plan de bataille le plus déprimant que j'ai jamais reçu. C'est le seul qui soit honnête. » Audric déploya sa nouvelle stratégie, coaché par Ronan, contre Nell. Il joua de manière conservatrice, défensive, construisant une forteresse de pions et se tapissant derrière comme un homme attendant la fin d'un siège. Pour la première fois, Nell se pencha en arrière dans sa chaise et étudia réellement la position. La partie analytique de son esprit se mit au travail. Il n'attaque pas. Il attend. C'est nouveau. C'est l'œuvre de Ronan. Elle brisa la forteresse en 3 coups, trouvant une ligne diagonale à travers sa structure de pions que Ronan n'avait pas anticipée parce que, comme Nell l'expliqua plus tard à un Audric dévasté, Ronan pense en ligne droite. Pas moi. La partie dura 19 coups. Audric alla trouver Ronan après,
et trouva son bêta déjà assis dans le salon avec un verre de whisky, fixant le mur avec le regard vide de quelqu'un dont le chef-d'œuvre venait d'être démantelé en 3 coups. Elle a trouvé la diagonale, dit Ronan d'un ton plat. Elle a trouvé la diagonale. J'ai passé 4 heures sur cette structure de pion. Elle l'a démantelée en 3 coups. Ils s'assirent en silence pendant un moment, 2 hommes unis dans la défaite. J'augmente son salaire, dit Ronan. Elle n'a pas de salaire. Alors elle devrait en avoir un. Quoi que nous payions au conseil consultatif, redirigez-le. Ils sont moins bons en stratégie et ils ne font même pas de pain. La 25e partie fut celle qui changea les choses. Nell lui enseignait une nouvelle ouverture, le gambit du serpent, comme elle l'appelait. Un coup non conventionnel et risqué, où l'on sacrifiait une pièce mineure pour créer une attaque imparable. La plupart des joueurs le rejettent, dit-elle, déplaçant un pion, puis un cavalier dans un étrange motif sinueux. On dirait que vous perdez, mais en réalité, vous construisez une pression sur 3 lignes différentes simultanément. Et le temps que votre adversaire s'en rende compte, il est trop tard, termina-t-il en se penchant en avant. Montre-moi. Elle le fit. Et tandis qu'elle expliquait la chorégraphie complexe et dangereuse, Audric sentit quelque chose changer entre eux. Pas une chose nouvelle, plutôt une chose existante vue sous un angle différent. Il avait toujours aimé sa chaleur, sa force tranquille, la façon dont elle l'ancrait. Mais ceci, regarder son esprit travailler, voir la brutalité élégante de sa pensée, était une sorte d'intimité dont il ne savait pas qu'elle lui manquait. Il n'était pas seulement attiré par elle. Il était en admiration, et l'admiration ne diminuait pas le désir. Elle l'aiguisait en quelque chose qui rendait ses mains tremblantes. Elle leva les yeux de l'échiquier et le surprit en train de la fixer. « Tu ne regardes pas le cavalier. Je regarde quelque chose de mieux. »« Audric, le cavalier va bien. Le cavalier a un plan. Je veux regarder ma femme. » Elle rougit. Après tout ce temps, après tout, elle rougit, et ça commença à ses clavicules et monta jusqu'à ses joues, et chaque instinct qu'il avait, aucun d'eux stratégique, tous affamés, voulait suivre ce rougissement avec sa bouche, en commençant à la base de sa gorge et Audric. L'échiquier. Oui, bien sûr, l'échiquier. Pathétique, absolument pathétique. La pensée arriva avec la force d'une gifle. Elle nous enseigne les secrets des petites bonnes chums à cheval, et nous pensons à ses clavicules. Nous méritons chaque défaite. Ils jouèrent le gambit. Il l'essaya sur elle. Elle contra, bien sûr, mais cela lui prit plus de temps que d'habitude. 22 coups. Il pouvait la voir réfléchir, vraiment réfléchir pour la première fois. Son front se plissa comme il le faisait quand elle se concentrait. Sa lèvre inférieure prise entre ses dents et elle émit un son doux dans sa gorge, mi-frustration, mi-plaisir, quand elle trouva la ligne qui brisa son attaque. « Mieux », dit-elle, et ce simple mot contenait plus de fierté que n'importe quelle citation de chant de bataille qu'il ait jamais reçue. C'était un jeudi après-midi, partie 28, quand Lord Pemberton décida de faire connaître son mécontentement. Lord Pemberton était le plus ancien conseiller d'Audric, un grand loup mince aux cheveux d'argent et aux yeux qui pouvaient faire baisser la température d'une pièce simplement en y entrant. Il avait servi le père d'Audric. Il avait servi le grand-père d'Audric. Il avait, Audric le soupçonnait parfois, servi le concept même de tradition, qu'il vénérait avec une ferveur qui frisait le religieux. Pemberton n'avait jamais approuvé Nell. Il ne l'avait jamais dit explicitement. Il était bien trop astucieux politiquement pour cela. Mais sa désapprobation se manifestait de 1000 petites manières. La façon dont il s'adressait à elle en tant que « la reine » plutôt que « votre majesté », le sourire légèrement apitoyé quand elle parlait dans le conseil. La façon dont il se positionnait entre Audric et Nell lors des événements officiels, comme si la proximité du roi était une ressource trop précieuse pour être partagée avec une boulangère. Il apparut d'abord dans la cuisine. Nell en parla à Audric ce soir-là, sa voix soigneusement neutre comme elle l'était quand elle traitait quelque chose qui l'avait blessé, mais n'avait pas encore décidé à quel point elle allait le laisser faire. Il inspectait les réserves d'hiver, dit-elle en remettant l'échiquier en place. Il a mentionné que le temps du roi est précieux, que c'est dommage de le voir gaspiller en... Quel était le mot? Passe-temps futile. Quelque chose en Audric devint très froid et très immobile. Futile. La pensée frappa comme un coup de marteau.
Il a traité notre compagne de futile. Il a traité de futile la femme qui nous a battus en 6 coups. Je veux sa gorge. Je la veux tout de suite, entre nos dents. Le vieux bouc, le misérable aux cheveux d'argent. Mon temps m'appartient pour le gaspiller, dit Audric, sa voix plus dure qu'il ne l'avait voulu. Et mon temps avec toi n'est jamais une perte. Les mots sortirent trop bruts, trop honnêtes. Ils restèrent entre eux comme une pièce qui avait été déplacée trop audacieusement, exposant une position qu'il n'avait pas eu l'intention de révéler. Il vit une légère rougeur monter sur ses joues, et elle baissa les yeux sur l'échiquier. C'était la vraie conversation, pas sur les pions, mais sur la cage dorée dans laquelle ils vivaient tous les deux. La sienne faite de devoirs, la sienne faite d'attentes, qu'elle avait dépassée en silence toute sa vie. Il voulait lui dire ce qu'il ressentait vraiment, que Pemberton pouvait aller s'étouffer avec ses propres cheveux d'argent, que les leçons d'échecs étaient les seules 2 heures par jour où il se sentait comme une personne au lieu d'un titre, qu'il était terrifié par le poids de la couronne et que son calme était la seule chose qui la rendait supportable. Mais il était toujours exaspérément un roi. Et les rois, même les rois qui avaient perdu 28 parties d'échecs consécutives contre leurs femmes, ne confessaient pas leur peur devant un échiquier. C'est un vieux loup ancré dans ses habitudes, dit Audric à la place, et il détesta à quel point les mots sonnaient creux. Elle hocha la tête, elle ne leva pas les yeux. Elle mérite mieux que ça. La pensée fut immédiate, féroce, chaque instinct protecteur composant déjà une liste. Elle méritait la tête de Pemberton sur une pique et un sommet, et peut-être un gros jambon. Fais mieux. Ton pain, lâcha Audric. Le pain à l'avoine et au miel d'hier matin. C'était excellent. Nell leva enfin les yeux, un petit sourire surpris. Merci, j'ai essayé une nouvelle recette, plus de miel. C'était la quantité parfaite de miel, dit-il, avec la solennité d'un homme signant un traité. Une application magistrale, vraiment le pain au miel définitif de notre génération. Le sourire s'élargit. La tension se relâcha. Il avait, contre toute attente, dit la bonne chose. Pas la chose intelligente, pas la chose royale, la chose conjugale. En cas de doute, complimenter le pain. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une stratégie gagnante. Maintenant, dit-elle, son autorité tranquille revenant, parlons de la sécurité du roi. Ma sécurité? La sécurité de ton roi sur l'échiquier. Bien que, franchement, les deux pourraient être améliorés. La campagne de Pemberton, car c'en était une, s'intensifia avec l'efficacité bureaucratique prudente de quelqu'un qui jouait à la politique de cour depuis avant la naissance d'Audric. D'abord, des conflits d'horaires. Audric arrivait à la bibliothèque pour découvrir que toujours quelqu'un qui rapportait de Pemberton, toujours avec une excellente excuse, avait réservé l'espace pour une réunion du comité de préservation historique. Un comité qui, à la connaissance d'Audric, ne s'était pas réuni depuis le règne de son grand-père. Deuxièmement, la campagne de chuchotement, de petits commentaires glissés dans les conversations avec les anciens de la meute. Le roi est dévoué à sa reine. Admirable. Bien sûr, on espère qu'il trouve autant de temps pour les négociations commerciales de la Rivière-Noire. Chaque mot techniquement respectueux, chaque mot porteur d'une charge d'implication. Troisièmement, et le plus irritant, les interruptions. Les leçons étaient ponctuées par un flot constant d'affaires urgentes qui nécessitaient l'attention immédiate du roi. Une réquisition de fournitures qui ne pouvait pas attendre. Un litige foncier entre deux fermiers qui nécessitait d'une manière ou d'une autre un arbitrage royal. Une question sur la formulation d'une clause commerciale que Pemberton lui-même aurait pu résoudre en 30 secondes. Chaque interruption était une petite frappe ciblée. Pas sur Nell directement, mais sur l'espace qu'elle y occupait dans le monde d'Audric. Pemberton essayait de l'évincer, une leçon annulée à la fois. La mort par 1000 petites coupures. Il m'a fallu plus de temps qu'il n'aurait dû pour voir le schéma. C'était la vérité inconfortable. J'étais tellement concentré sur l'échiquier, sur notre monde privé de pions et de gambits, que j'ai manqué le jeu plus vaste qui se jouait autour. Une maître stratège aveugle à la stratégie utilisée contre elle. Quand je l'ai enfin vue, l'embarras était pire que n'importe quelle insulte de Pemberton. La partie analytique de mon esprit, celle que je considérais parfois comme la tour, l'exposa avec son manque habituel de sentiment. Schéma identifié. Pemberton mène un jeu de position, n'attaquant pas directement, contrôlant l'espace, restreignant notre mouvement.
Stratégie classique de pression lente. Évaluation actuelle, il est en train de gagner. Elle avait raison. Il était en train de gagner. Et il gagnait parce que j'avais traité sa condescendance comme un affront personnel à endurer, plutôt que comme un mouvement stratégique à contrer. J'avais réagi, pas contrôlé le flux. Une fois que j'ai commencé à observer, je ne pouvais plus m'arrêter. J'observais depuis les cuisines, qui avaient un passe-plat donnant sur le couloir principal. Pemberton passait chaque matin à précisément 7h15, suivant le même itinéraire, s'arrêtant pour échanger les mêmes politesses avec les mêmes personnes. Il avait un schéma pour les mardis, un arrêt plus long devant la trésorerie, une brève conversation avec le maître d'armes, puis une visite au quartier des anciens loups pour partager le thé. Le mercredi, c'était de la bibliothèque. Il vérifiait le planning des réservations et si une leçon d'échecs était prévue, une réunion de comité apparaissait sur le calendrier dans l'heure. Évaluation de la menace en cours, note à la tour. Le sujet affiche une grande confiance, une faible créativité, répétant des schémas réussis sans variation. Probabilité d'adaptation à un stimulus inattendu faible. J'ai commencé à tenir mon propre registre, pas dans le carnet de cuir soigné de Ronan, dans ma tête, de la même manière que je gardais une trace des temps de cuisson et des températures du four. Les loyalistes de Pemberton, où ils se tenaient pendant les assemblées, qui s'en remettaient à lui, qui le toléraient, qui évitaient son regard. Les trois grands loups qu'il positionnait sur le balcon supérieur de la grande salle lors des discours officiels, toujours les trois mêmes, toujours les mêmes positions, bras croisés, mâchoires serrées, aussi fiables que des meubles. J'ai remarqué le balcon. Plus précisément, j'ai remarqué la façon dont il craquait quand les trois loups déplaçaient leur poids et la façon dont Pemberton ne leur jetait jamais un regard, car il faisait confiance à sa mise en scène comme un amateur fait confiance à son ouverture. Complètement, par réflexe, sans jamais tester si les fondations étaient solides. Le sujet a un tic, observa Latour. Il ne vérifie jamais sa propre position. Il suppose qu'elle est sûre parce qu'elle l'a toujours été. C'est ainsi que les forteresses tombent. J'ai aussi remarqué autre chose. Le maçon en chef du château, un bêta trapu et perpétuellement frustré nommé Wick, laissait des rapports structurels sur le bureau de Pemberton depuis 3 ans. Je les avais vus dans la pile de recyclage à l'extérieur des bureaux du conseil, non lus, leur seau de cire intact. J'en ai sorti un et l'ai lu au petit déjeuner. Le rapport sur le balcon était accablant. 4 poutres pourries, 2 planches de plancher compromises, une balustrade que le maçon décrivait avec la fureur contenue d'un professionnel dont l'expertise avait été ignorée pendant une décennie, comme étant au mieux décorative. J'ai posé ma tartine. La prise de conscience m'a frappé comme une gifle glaciale. J'avais fait exactement ce que j'avais passé des semaines à apprendre à Audric de ne pas faire. Jouer de manière réactive, répondre aux menaces au lieu de les créer, laisser mon adversaire dicter les termes. Je me suis assise dans la cuisine ce soir-là, longtemps après que le personnel soit parti, fixant un bol de pâte à pain qui avait besoin d'être pétri. Mon bras, celui que j'avais laissé reposer sur la table trop longtemps, s'était endormi. Dehors, le château s'installait dans ses bruits nocturnes. Les gardes qui changent, les portes qui se verrouillent, le son lointain de quelqu'un dans les casernes qui chante faux. La faiblesse de Pemberton était la même que celle de tous les joueurs qui comptaient sur le contrôle positionnel. Il était prévisible. Il croyait au système, à la tradition, à l'ordre établi. Il ne pouvait pas concevoir un adversaire qui refuserait de jouer selon ses termes. Phase 1, nota Latour, définir l'objectif. L'objectif était simple. Pas de vaincre Pemberton. Ça, c'était penser comme Audric, tout en assaut frontal et en force brute. L'objectif était de le faire se vaincre lui-même, de créer une position si inconfortable, si indigne, que sa propre arrogance serait sa perte. Le gambit du serpent. Pas sur un échiquier, dans une cour. J'ai pétri la pâte. Puis je suis allé trouver Wick. Il m'a rencontré derrière la grande salle le lendemain matin, dans le couloir de service poussiéreux qui passait sous la galerie supérieure. Il avait l'air prudemment optimiste, comme un chien qui avait été appelé par son nom pour la première fois depuis des mois, et ne savait pas si c'était pour une bonne ou une mauvaise nouvelle. « Les poutres, dit-il en me conduisant plus profondément dans le couloir, sont pourries à 4 endroits. Je les ai marquées. Ici, ici, ici.
Il pointa des X à la craie sur les planches au-dessus de nous, visibles à travers les interstices du plafond. Et ici, c'est la pire. Un homme lourd met mal son poids dessus. La planche se feint en deux. Quelle lourdeur! 200 livres suffiraient, moins peut-être s'ils déplacent leur poids brusquement. Il me lança un regard qui était à part égale de préoccupations professionnelles et de lassitude profonde. Allez-vous enfin fermer le balcon, Votre Majesté? Je vais faire quelque chose de mieux, dis-je. Je vais rendre la fermeture du balcon si spectaculairement, publiquement nécessaire que le budget de réparation sera approuvé d'ici demain après-midi. Wick me dévisagea, puis un sourire lent et profondément satisfait se dessina sur son visage. C'était le sourire d'un artisan à qui l'on venait de dire que son expertise allait, enfin, compter. De quoi avez-vous besoin de moi? L'emplacement exact de la planche la plus faible et un morceau de craie. Il sortit la craie de sa poche comme s'il avait attendu 3 ans que quelqu'un le lui demande. Votre Majesté, ce serait un véritable plaisir. Puis je suis allé trouver Ronan. Vous voulez faire quoi? Dit Ronan, ses lunettes aminées, son expression oscillant entre l'alarme et un profond intérêt professionnel. Je veux connaître l'ordre du jour exact et la disposition des sièges pour le discours officiel des anciens de la Meute la semaine prochaine. C'est étonnamment spécifique pour une boulangère. Je suis la reine. Vous êtes la reine qui, il y a 3 minutes, je croyais principalement intéressée par les propriétés de traction du levain. Ronan. Oui, Votre Majesté, l'ordre du jour. Il m'étudia un long moment, puis quelque chose changea derrière ses lunettes, une lueur, une acuité. Le regard d'un bêta qui venait de réaliser que le jeu était sur le point de devenir beaucoup plus intéressant. Je l'aurai sur votre bureau d'ici demain matin, dit-il. Et, Votre Majesté, quoi que vous prépariez, puis-je suggérer le balcon pourri de la grande salle? Pemberton y place ses loyalistes depuis les 3 derniers discours. Le rapport structurel est préoccupant. Je souris. Merci, Ronan. Remerciez de moi après. Si ça marche, je veux un compte-rendu détaillé post-action pour le registre. Je n'ai rien dit à Audric. Pas encore. Il aurait voulu faire quelque chose de grandiose, de dramatique et d'alpha. Défier publiquement Pemberton, exiger sa démission, peut-être jeter quelqu'un par une fenêtre. C'était son instinct, répondre à une menace par une force écrasante. Mais Pemberton s'y attendait. Toute sa stratégie dépendait de provoquer Audric à une démonstration de colère qui pourrait être présentée comme de l'instabilité. Un roi tellement épris de sa compagne Omega qu'il ne pouvait pas contrôler sa propre cour. C'était le récit que Pemberton voulait. J'allais en écrire un autre. La préparation a duré 4 jours. Je les ai passés dans un état de calme intense et concentré que mon mari a apparemment trouvé à la fois séduisant et alarmant. Tu as été silencieuse, dit-il un soir, me regardant depuis l'autre côté de notre lit. Il était appuyé sur un coude, torse nu, le front plissé de la manière particulière qu'il avait quand il avait appris, par dure expérience, que mes silences étaient plus dangereux que les cris des autres. Je réfléchis. Aux échecs? À un jeu, pas aux échecs. Il resta silencieux un moment. Puis, dois-je m'inquiéter? Passe-toi. Il traita l'information. Je pouvais voir le moment où son loup saisit le bord de ce que je ne disais pas. La partie de lui qui était tout instinct et sans diplomatie, percevant l'agression contrôlée sous mon calme. Elle chasse, la pensée du loup a dû le frapper. Notre compagne chasse quelque chose, je ne sais pas quoi. C'est terrifiant et séduisant à parts égales. D'accord, dit-il en se retournant sur le dos. Si tu as besoin de quoi que ce soit, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Je te fais confiance. J'ai besoin que tu me fasses confiance, même si ce que je fais ensuite te semble étrange. Il tourna la tête pour me regarder, ses yeux dorés doux et stables à la lueur de la bougie. Écoute, je t'ai regardé me battre aux échecs 30 fois devant toute ma cour en sentant les brioches à la cannelle. La confiance n'est pas notre problème. Je me penchai et l'embrassai. 30 et d'une fois. La dernière était un match nul. Tu as renversé l'échiquier parce qu'un papillon de nuit t'est entré dans l'oreille. C'était un papillon de nuit tactique. Je l'embrassai à nouveau parce qu'il était ridicule et parce que je le pouvais. Et puis j'ai éteint la bougie et je me suis allongé dans le noir, repassant le plan une dernière fois pendant qu'il se blottissait contre moi, son bras lourd et chaud sur ma taille, ronflant déjà comme un ours se noyant dans un trou bas.
Le discours officiel des anciens de la meute était une affaire trimestrielle, rigide, cérémonielle, et exactement le genre de scène que Pemberton aimait. Il se positionnerait comme la voix de la raison, le gardien de la tradition, et il utiliserait la formalité du cadre pour porter sa critique d'une manière qui ne pourrait être rejetée comme de simples commérages. Je savais, car les renseignements de Ronan étaient impeccables, que Pemberton prévoyait de soulever une question de concentration, une manière polie et sanctionnée par la tradition de se demander si le roi consacrait une attention suffisante aux affaires de l'État. Il ne me nommerait pas, il n'en aurait pas besoin. Tout le monde comprendrait. Il avait aussi, selon le rapport de Ronan, positionné 3 de ses plus fidèles partisans sur le balcon supérieur de la grande salle. De grands loups imposants qui se tiendraient derrière lui comme un mur de muscles et d'approbation silencieuse quand il ferait son coup. Le même balcon dont les poutres de soutien avaient été signalées pour réparation. Le même balcon dont j'avais maintenant une copie du rapport d'intégrité structurelle, gracieuseté du maçon en chef profondément sous-apprécié du château. J'ai passé la matinée à faire du pain. Ça m'aidait à penser et j'avais besoin d'un accessoire spécifique. La grande salle était pleine. Les anciens de la meute, des loupes formidables au museau argenté et à la mémoire collective d'une archive vivante, étaient assis au premier rang. Audric se tenait sur l'estrade, ayant tout l'air d'un roi, bien que je puisse voir, de ma position près du fond de la salle, la micro-expression d'ennui contrôlé qu'il portait toujours lors des discours officiels. Je ne lui avais pas révélé le plan. Je lui avais dit 3 choses. 1. Ne te mette pas en colère, quoi que dise Pemberton. 2. Quand le moment viendra, aie l'air triste, pas furieux. 3. Fais-moi confiance. Il m'avait regardé avec une expression qui réussissait à être simultanément confiante, confuse et légèrement terrifiée. C'était, ai-je réfléchi, plus ou moins son expression pendant toutes nos parties d'échecs. Je l'ai pris comme un bon signe. Pemberton entra avec son élégance glaciale habituelle, flanqué de partisans. Ces 3 loups les plus lourds prirent une position sur le balcon, bras croisés, visage arrangé en expression de désapprobation sévère. Tout se déroulait exactement selon son scénario. Quelque chose se passe, lui disait le loup d'Audric. Je pouvais voir l'énergie agitée dans ses épaules, la façon dont son poids se déplaçait. Elle nous a dit d'être triste. Pourquoi triste? Nous ne faisons pas dans le triste. Nous faisons dans la fureur juste. Nous faisons dans la violence dramatique. Le triste n'est pas dans notre répertoire. Le discours se poursuivit. Audric parla de la récolte, des accords commerciaux, des préparatifs pour l'hiver. Puis il fit une pause et se tourna vers Pemberton. Lord Pemberton, vous avez demandé du temps pour vous adresser à l'Assemblée sur une question d'importance pour la meute. Pemberton s'avança, son visage un masque de devoir solennel. En effet, Votre Majesté, c'est avec le cœur lourd. Et c'est là que la première pièce bougea. Un jeune garçon de service, jeune, avec des taches de rousseur, portant un plateau des gâteaux glacés décoratifs que j'avais préparés ce matin-là, trébucha sur la marche supérieure de l'estrade. Ce fut une chute magnifique. Le plateau vola en l'air. Les gâteaux explosèrent en une pluie de miettes et de glaçage. Et la fine couche de poudre glissante que j'avais mélangée au sucre décoratif, de la mousse scintillante moulue, la même que les omégas de la meute utilisaient pour les baumes apaisants, totalement inoffensive, spectaculairement visible, s'envola dans l'air et se déposa sur la tunique noire immaculée de Pemberton. Il baissa les yeux sur lui-même. Il était couvert de ce qui semblait être des paillettes magiques. Il ressemblait à une fée mécontente. Une vague de rire du fond de la salle, les plus jeunes loups. La mâchoire de Pemberton se crispa. Comme je le disais, continua-t-il, en brossant les paillettes avec le sang-froid d'un homme lentement assassiné par l'indignité, la question de la concentration du royaume. Deuxième pièce, en haut sur le balcon, le plus grand des loyalistes de Pemberton, qui se tenait avec la posture rigide de quelqu'un essayant très fort d'avoir l'air menaçant, déplaça son poids. Sa botte trouva la planche que le maçon du château, après que je lui ai montré le rapport structurel et suggéré que le balcon soit fermé par mesure de sécurité, une suggestion qu'il avait acceptée avec enthousiasme, car il déposait ce rapport depuis 3 ans, et personne n'avait écouté, avait marqué d'un X à la craie. La planche craqua. La jambe du loup s'enfonça jusqu'à la cuisse. Il poussa un cri aigu et indigne dont aucun croisement de bras menaçant ne pourrait le remettre, et attrapa son compagnon, qui trébucha contre la balustrade. Le bois ancien gémit,
se fendit et s'affaissa. Trois énormes loups, qui quelques instants auparavant étaient l'image de l'intimidation silencieuse, s'accrochaient maintenant au bord en ruine d'un balcon, les jambes pendant dans le vide. Leurs expressions passaient par la confusion, la terreur et la prise de conscience naissante qu'ils avaient l'air absolument ridicule. La salle ne se contenta pas de rire. La salle rugit. Des loups anciens qui n'avaient pas esquissé un sourire depuis le règne du grand-père d'Audric s'essuyaient les yeux. Le capitaine Harlan s'appuyait contre un pilier, secoué de rire silencieux. Ronan, debout à sa position désignée à côté de l'estrade, avait complètement enlevé ses lunettes pour pouvoir se pincer l'arête du nez sans obstruction. Troisième pièce, le coup de la reine. Audric, le bel Audric, confiant et obéissant, qui avait suivi mes instructions à la lettre sans en comprendre aucune, ne rit pas. Il regarda Pemberton avec une expression d'immense et lasse tristesse. L'expression d'un roi qui avait espéré mieux de quelqu'un en qui il avait confiance. « Pemberton, dit-il, sa voix portant à travers la salle avec la gravité tranquille d'un homme qui n'a pas besoin de crier. « J'avais entendu des rumeurs sur votre mécontentement. Je pensais que ce n'était que ça, des rumeurs. Mais utilisez ce discours officiel comme scène pour ça. » Il désigna le chaos scintillant, les loups suspendus, l'estrade couverte de miettes. Mettre en danger des membres de la meute sur un balcon structurellement instable pour intimider l'Assemblée, il recadrait la situation. Les partisans de Pemberton sur le balcon n'étaient pas les victimes d'un accident. Ils étaient la preuve de sa mise en scène imprudente. Les paillettes n'étaient pas une farce. C'était ce qui arrivait quand un événement cérémoniel était transformé en cirque politique. Ce n'était pas « je n'ai pas », balbutia Pemberton, son script soigneusement écrit se désintégrant. « Vous avez servi cette meute fidèlement pendant de nombreuses années, continua Audric, et la tristesse dans sa voix était si authentique, si parfaitement calibrée, que je ressentis une vague de fierté si intense qu'elle en était presque douloureuse. Mon mari était terrible aux échecs, mais il savait lire une salle, et en ce moment, il lisait la salle exactement comme je lui avais dit de le faire. Mais votre jugement a été compromis par vos propres ambitions. Vous êtes relevé de vos fonctions. Les anciens détermineront les termes de votre retraite. » Silence. Puis, du premier rang, la plus âgée des anciens de la meute, une femme nommée Martha, qui avait à peu près le même âge que le château lui-même, et 2 fois plus redoutable, hocha la tête une fois. Ce hochement de tête disait tout, justifié, proportionné, attendu depuis longtemps. Pemberton regarda autour de la salle, les visages froids des anciens, ses propres hommes toujours suspendus, le garçon de service qui était aidé à se relever par Ronan, avec une expression de sollicitude élaborée, les paillettes sur ses mains, attrapant la lumière des torches comme un millier de petites accusations. Il avait été battu. Pas par la force, pas par la colère, par l'application soignée et élégante de l'embarras par une femme qu'il avait rejetée comme une boulangère futile. Son regard me trouva dans mon alcôve ombragée au fond de la salle. Je ne souriais pas. Je ne jubilais pas. Je me tenais simplement là, les mains jointes, mon expression neutre, comme on regarde un échiquier après que le dernier coup a été joué et qu'on attend que son adversaire le voie. Il le vit. Échec et mat. La bibliothèque était silencieuse. L'échiquier orné se trouvait entre eux, les pièces en place, le champ de bataille éternel en attente. Mais pour une fois, aucun d'eux ne bougea pour jouer. Audric se tourna pour lui faire face. L'adrénaline du discours s'était estompée, laissant derrière elle quelque chose de vaste et d'humble. Il avait vu sa femme démanteler une menace politique avec un garçon de service, de la mousse scintillante et un balcon structurellement compromis. Il l'avait vu commander une salle sans élever la voix, sans révéler sa main, sans que personne, sauf lui et Ronan, ne sache même quelle avait été celle qui jouait. Il s'était aussi vu suivre ses instructions, sans hésitation. Le roi qui commandait 1000 loups avait reçu des ordres d'une boulangère et les avait exécutés parfaitement. Et la chose étrange, la chose qui réorganisait quelque chose de fondamental dans sa perception de lui-même, c'est que cela n'avait pas ressemblé à de la soumission. Cela avait ressemblé à de la confiance, de la vraie confiance. Pas le genre où l'on dit faire confiance à quelqu'un et où l'on reste derrière pour s'assurer qu'il ne laisse rien tomber. Le genre où l'on ferme les yeux et on tombe. « Tu me terrifies, dit-il. Bien, dans le bon sens, un sens profondément, fondamentalement bon.
Tu me terrifies et je suis tellement amoureux de toi que je pense que c'est peut-être une condition médicale. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regardait l'échiquier, ses doigts traçant le bord d'une tour, la forteresse, la pièce qui se déplace en ligne droite et sans compromis. Il avait appris au cours de leur mariage que Nell traitait les choses importantes en silence d'abord. Les mots venaient après, et ils étaient toujours mesurés, toujours réfléchis, toujours dignes d'attendre. Il avait aussi appris que lorsqu'elle était silencieuse comme ça, la pire chose qu'il pouvait faire était de remplir l'espace de bruit. Alors il s'assit, et il attendit, et il laissa le silence être ce qu'il était, une pièce qu'elle construisait dans son esprit, une pièce dans laquelle elle pourrait l'inviter. « J'avais peur », dit-elle finalement. Sa voix était douce mais ferme, la voix qu'elle utilisait quand elle était honnête à propos de quelque chose qui lui coûtait. Pas de Pemberton, de toi. Les mots atterrirent comme un coup à la poitrine. De moi? Que tu me vois et que tu décides que c'était trop. Elle ne le regardait toujours pas. Son pouce bougeait sur les créneaux de la tour, un petit mouvement répétitif, la chose qu'elle faisait avec ses mains quand le reste d'elle essayait d'être immobile. J'ai passé toute ma vie à être la silencieuse, celle qui observe, celle qui connaît la réponse mais ne lève pas la main parce que la pièce ne semble pas vouloir entendre quelqu'un comme moi. Et puis je t'ai épousé, cet homme énorme, bruyant, incroyablement certain qui remplit chaque pièce où il entre. Et j'ai pensé si je reste juste assez petite, assez utile, juste assez, pas trop peu, la quantité exacte de femmes. Le silence qui suivit fut la chose la plus bruyante de la pièce. Audric tendit la main à travers la table et prit la sienne, déroulant doucement ses doigts de la pièce d'échecs. Ses mains étaient immenses, rugueuses et balafrées par une vie à tenir des épées, des sangles de bouclier et, plus récemment, des pièces d'échecs qu'il était sur le point de perdre. Les siennes étaient une petite, forte et cailleuse à force de pétrir la pâte à 4 heures du matin. Elle s'emboîtait comme elle l'avait toujours fait, de manière improbable, parfaite, comme deux pièces de puzzle différents qui n'avaient aucune raison de correspondre, mais qui le faisaient. « Nell », dit-il, et sa voix était rauque d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'autorité. « J'ai épousé la femme qui a désossé une truite et détruit toute mon image de moi-même dans la même phrase. Je n'ai jamais, pas un seul jour, voulu une femme moins terrifiante. » Il fit une pause. « Je n'ai aussi, pour mémoire, jamais voulu une moindre quantité de femmes. Je voulais tout. Le pain et les échecs et ce que tu viens de faire avec la mousse scintillante, chaque morceau. » Elle leva les yeux vers lui et ses yeux brillaient, pas de larmes. Nell ne pleurait pas facilement. Et quand elle le faisait, c'était en privé, un fait qu'il avait appris tôt et respecté farouchement. Il brillait d'autre chose. Le regard d'une personne qui venait d'entendre ce qu'elle attendait d'entendre et qui décidait encore si elle devait y croire. Même la partie qui peut te battre à tout, surtout cette partie, c'est ma partie préférée. Juste après la partie du pain. Elle rit, un rire vrai et sans retenue qu'il entendait trop rarement. C'était le rire qui changeait tout son visage, qui la transformait de sa reine calme et posée en la femme qui reniflait à ses propres blagues au lit à minuit et prétendait ensuite que ce n'était pas le cas. « Tu es un homme étrange, Audric Stormfell. Je suis ton homme étrange. Et j'aimerais beaucoup que tu m'apprennes comment tu as fait ce truc avec la mousse scintillante, à des fins éducatives. Tu veux apprendre la biochimie maintenant? Je veux apprendre tout ce que tu sais. Ça prendra environ le reste de ma vie, et je serai toujours en retard. » Elle se pencha sur l'échiquier et l'embrassa. Ça avait le goût de la farine, de la victoire et de la douceur particulière d'être pleinement, enfin vu. Pas comme un roi et une boulangère, pas comme un alpha et un oméga, mais comme deux personnes qui étaient tombées sur la chance énorme et ridicule de trouver la seule personne qui pouvait leur correspondre. « Je dissous le conseil consultatif, » dit-il contre sa bouche. « Je crée un nouveau poste, stratège royal, conseiller en chef pour la sécurité, la politique et tout ce qui implique la mousse scintillante. Tu fais de moi ta stratège parce que j'ai fait tomber Pemberton avec des miettes de gâteau. Je fais de toi ma stratège parce que tu es la personne la plus intelligente de ce château et que tout le monde devrait le savoir, y compris toi. » Quelque chose dans sa poitrine, la vieille douleur silencieuse,
celle qui murmurait « pas assez », se tint, pas réduite au silence, pas guérie, mais répondue. La pensée arriva, calme et claire. La couche de loup et la couche humaine en parfait accord pour une fois. Il nous voit, nous toutes. Le calcul et la fleur, la stratégie et la douceur. Il le voit et il reste. Oui, dit-elle, j'accepte. 3 mois plus tard, la bibliothèque était chaude de la lumière de fin d'après-midi et du silence confortable de 2 personnes qui avaient appris les rythmes de l'autre, si bien que les mots étaient facultatifs. Audric fixait l'échiquier, le front plissé dans l'expression particulière de concentration que Nell en était venue à considérer comme son visage d'échec. Identique, avait-elle noté, à son visage j'essaie d'ouvrir un bocal et à son visage je lis un très long traité. Échec, annonça-t-il, déplaçant sa tour avec une fioriture. Un large sourire fendit son visage. C'était le sourire d'un homme qui perdait à quelque chose depuis 4 mois et qui venait peut-être pour la première fois. Nous l'avons. La pensée explosa en lui, tout en triomphe et sans prudence. Son roi est exposé. Victoire, douce, si longtemps refusée victoire. Après 38 parties d'humiliation totale, le vent Nell but une gorgée de son thé, déplaça son fou. Échec et mat. Le sourire se figea, s'effrita, passa par plusieurs étapes de deuil en succession rapide. Il avait tenu 23 coups, un nouveau record personnel. Audric se pencha en arrière dans sa chaise et rit, un son profond et sincère qui remplit la bibliothèque et fit lever les yeux à la vieille Greta de son hydromel avec une expression d'approbation surprise. Un jour, Nell Stormfell, un jour, elle sourit, le vrai sourire. Ahmed tâta ce sourire, celui qui le frappait encore comme un coup physique même après 2 ans, même après 730 nuits, même après qu'elle lui ait appris que perdre pouvait ressembler exactement à gagner. Je n'en doute pas, Votre Majesté. Il tendit la main à travers l'échiquier et prit la sienne. Ses doigts s'enroulèrent autour des siens. Ils restèrent ainsi dans la lumière dorée, le roi et sa stratège, l'alpha et l'oméga qui avaient renversé une conspiration avec des miettes de gâteau et un balcon défectueux. Ronan apparut à l'embrasure de la porte. Registrement à la main. 23 coups, enregistra-t-il. Erreur critique. Avancement prématuré de la tour sur la 7e rangée sans soutien adéquat de la reine. Note de l'annotateur, une amélioration. Au rythme actuel des progrès, Sa Majesté remportera sa première victoire en environ. Il consulta un petit tableau. Novembre de l'année prochaine. Merci, Ronan. Heureux d'aider, sire. Dois-je aussi noter que l'ambassadeur d'Iron Peak a placé un pari permanent de 10 pièces d'or sur jamais? Sors, Ronan. Je sors ça. Le bêta se retira et la bibliothèque retomba dans son calme. Nell serra la main d'Audric. Il la serra en retour. Dehors, la meute Stormfell vaquait à ses occupations, un peu moins traditionnelle, un peu plus chaotique et beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'avait été avant la nuit où un roi s'était vanté à dîner et où sa femme avait levé les yeux d'une truite. Il était le loup le plus puissant du pays. Il n'avait jamais gagné une seule partie d'échecs contre sa femme. Et il était totalement, complètement, ridiculement à elle. Perdre, en fin de compte, avait toujours été son meilleur coup.